Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Des évêques de France se sont adressés à leurs fidèles ce week-end dans le sillage de la lettre du pape François sur les scandales d'abus sexuels dans l'Église. Nous entendrons Monseigneur Golnisch de l'œuvre d'Orient alors que la province d'Idleb en Syrie est bombardée depuis samedi par les armées syriennes et russes. Et puis nous sommes partis à la rencontre de Laurent Bidault, c'est le dessinateur de la BD François, une biographie du pape qui sort demain aux éditions des Arènes. Le plan pauvreté promis par le gouvernement sera dévoilé jeudi. Hier, le président Emmanuel Macron est allé à la rencontre des personnes en situation de précarité. Alors, qu'attendent les associations? Pour quelles urgences? On en parle avec Véronique Fayet, présidente du Secours catholique. Elle nous rejoindra sur ce plateau. Et on débute le journal avec les prises de parole de plusieurs évêques de France ces derniers jours après la lettre au peuple de Dieu du pape François sur les scandales d'abus dans l'Église. Monseigneur Ravel, l'archevêque de Strasbourg, Monseigneur Dornelas, l'archevêque de Rennes ou encore l'archevêque de Paris, Monseigneur Petit, tous se sont adressés à leurs fidèles le week-end dernier avec des messages relayés dans les paroisses. Un réveil tardif, reconnaît Monseigneur Ravel, mais une vraie prise de conscience généralisée pour concrétiser la lutte contre les abus dans l'Église. Je pense que cette réaction des évêques, simultanée, indépendante les unes des autres, manifeste deux choses. Une prise de conscience d'abord globale. C'est pas faute d'en avoir parlé ces 10 dernières années, mais il faut le temps que ça mûrisse. Puis deuxièmement, la lettre du pape François, lettre ouverte au peuple de Dieu, qui nous invite tous, donc tous les diocèses, à réagir. Et puis enfin, peut-être aussi des maturations personnelles. Ce fut mon cas, je l'ai dit, des naïvetés qui sont perdues et des consciences, des conversions peut-être même intérieures profondes. Les paroles, c'est un premier pas, mais cela ne suffit pas. C'est ce que nous a confié Véronique Garnier, abusée par un prêtre. Elle avait témoigné sur notre antenne, notamment sur le poids du silence. Elle travaille aujourd'hui à la cellule d'écoute du diocèse d'Orléans. Alors je pense que des personnes comme moi qui ont été victimes dans l'enfance, naviguent entre l'espérance et l'exaspération. Ça peut-être la même racine, mais on espère que quelque chose va enfin bouger, on espère ça tous tellement, et on est exaspéré de voir une succession de paroles, de belles paroles, de lettres, peut-être de belles lettres, mais on pourra croire à ces belles paroles et à ces belles lettres que dans la mesure où des actes réellement vont être posés. Et c'est ça qu'on attend, que ces intentions deviennent réellement des actes. Par exemple, je vois que l'évêque de Rennes demande à prier, à jeûner le 14 et le 15 septembre. C'est bien, ça peut aider des personnes à un peu se réveiller dans leur conscience, mais ça ne va pas suffire. Je vois que l'évêque de Paris aussi interpelle ces laïcs, mais il va falloir aussi vraiment s'y mettre, pas seulement des paroles, des interpellations. Il faut y aller vraiment. Il faut que maintenant chaque personne de baptisée se sente concernée par la protection des enfants dans l'Église. Et du côté du Vatican, on continue à réaffirmer que porter la voix des victimes au sommet de l'Église est crucial. Ce sont les mots dimanche du cardinal O'Malley, le président de la commission pontificale pour la protection des mineurs. À Lyon, samedi, les journalistes sont venus nombreux au traditionnel renouvellement des vœux des échevins. Le cardinal a béni la ville en présence des fidèles et des autorités civiles. Ce renouvellement prenait cependant place dans un contexte tendu lié à l'affaire Prénat toujours en cours. Affaire dans laquelle le cardinal est cité. Retour sur le sujet avec Nathalie Hérault. Dans les rues de Lyon, les avis sont tranchés. L'affaire Prénat va bien au-delà de la capitale des Gaules. Elle reflète l'attitude de l'Église dans son ensemble. Je comprends qu'on demande sa démission, mais pour moi ça ne règle pas du tout le problème de fond qui, pour le cardinal Barbarin, c'est juste un symptôme d'une politique un peu plus globale de l'Église. Parce que quand on ne porte pas les événements devant la justice des hommes, la justice française, et qu'on dit « vous inquiétez pas, on s'en occupe tout seul », ça veut dire que la justice des hommes est moins importante. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Moi, je lui fais confiance sur les affaires qui se sont passées, je fais confiance aux gens qui travaillent avec lui. La partie du cardinal Barbarin, déjà acquittée une première fois, demande à être jugée au plus vite. J'attends tout simplement que ces
singulière partie civile soit déboutée purement et simplement de leur action, qui n'a d'ailleurs pas comme finalité simplement de connaître la vérité, mais certains d'ailleurs montrent le bout de l'oreille pour cibler d'autres objectifs dans l'Église. En face, la partie civile compte demander à nouveau un renvoi lors de la prochaine audience si l'un des 6 inculpés, le cardinal Ladaria, n'est pas présent. On demande juste à mettre devant la justice française un homme présumé, pas coupable, il est juste présumé. Et un procès en France, c'est pas un procès à charge, c'est répondre devant la justice française si oui ou non il doit être blanchi. En attendant, le tribunal a fixé la prochaine audience au 7 janvier. En République démocratique du Congo, les évêques du pays alertent une nouvelle fois sur l'état actuel du processus électoral dans le pays. Les élections sont prévues le 23 décembre, mais l'Église s'inquiète du climat qui règne, notamment avec l'exclusion de candidats de l'opposition ou encore avec l'interdiction de manifestations. Dans un plaidoyer adressé aux autorités politiques africaines, les évêques leur demandent d'intervenir pour le bon déroulé des élections. L'actualité internationale est également marquée par les bombardements sur la ville d'Idlib en Syrie. L'offensive aérienne du régime de Bachar al-Assad et de l'armée russe a débuté samedi. Ce matin encore, l'ultime bastion des rebelles a été pilonné. L'ONU annonce l'une des plus grandes catastrophes humanitaires du siècle. Analyse avec Monseigneur Golnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient. Il faut comprendre que nous ne sommes pas devant une guerre classique, mais devant une guerre civile. Depuis plusieurs mois, de fait, le gouvernement syrien laisse les djihadistes quitter les zones. Par conséquent, effectivement, il y a à Idlib certainement un certain nombre de combattants et un certain nombre de djihadistes. Mais il y a aussi, évidemment, des populations civiles, et c'est tout le drame d'une guerre civile. Vous prenez un fusil, vous devenez un combattant, vous posez votre fusil, vous devenez un civil. Donc c'est extrêmement complexe, extrêmement difficile. Il faut venir en aide à cette population civile. Je crois qu'il est grand temps que les Nations Unies puissent reprendre leur rôle et puis que l'on consulte au plus tôt les Syriens eux-mêmes, parce que tout le monde est en train de décider à la place des Syriens de ce que doit être l'avenir de la Syrie. Et pour accueillir les chrétiens d'Orient arrivés récemment en France, une chapelle a été mise à disposition par la mairie d'Aix-en-Provence. Une suggestion du diocèse, alors que les chrétiens de Syrie et d'Irak sont de plus en plus nombreux dans la région. La chapelle de la Consolation n'avait pas servi pour le culte depuis une douzaine d'années. La première messe, célébrée samedi par Monseigneur Gemayel, évêque maronite de France, a donc été un grand événement pour le diocèse, comme l'a rappelé Monseigneur Dufour, l'évêque du lieu. La chapelle de la Consolation ne sera pas réservée aux maronites, mais aussi ouverte à d'autres confessions orientales, comme les syriaques ou les chaldéens. Même si l'Église est secouée ces derniers temps, la figure du pape François intéresse toujours les éditeurs ou le cinéma. La journée de demain sera marquée par la sortie du film Le Pape François, un homme de parole, réalisé par le cinéaste allemand Wim Wenders, mais aussi par la sortie de la bande dessinée François, publiée par les éditions des Arènes à travers le regard de Monseigneur Karcher, l'un des secrétaires particuliers du pape. La BD raconte les moments forts de la vie de Georges Mario Bergoglio, de son enfance à aujourd'hui. Le scénario est signé Arnaud Delalande, mis en forme par le dessinateur Laurent Bidot. Au terme de 2 années de travail, Nathalie Hérault l'a rencontré. Crayon en main, Laurent Bidot s'applique. Chaque détail de son dessin compte. Voici le Pape François, version bande dessinée. Il y a les yeux qui peuvent être parfois très cernés, hein. Donc en rajoutant un peu d'ombre aux yeux, ça peut, oui, déjà son regard devient un peu plus existant tel qu'il est, tel qu'il l'a. Il est très difficile à dessiner, vraiment j'ai eu un mal fou. En plus, moi je l'ai dessiné depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, donc c'est pas un seul pape François que j'ai dessiné, mais à chaque fois c'était un nouveau, on va dire presque un nouveau personnage. Après 2 ans de travail, le dessinateur découvre enfin l'album édité. Il connaît maintenant beaucoup mieux le pape François. En fait, j'ai découvert vraiment un personnage au passé dense, riche, au passé politique, au passé pas politique, mais en tout cas lié à la politique en Argentine, à l'histoire de l'Argentine. Et j'ai découvert quelqu'un qui n'était pas devenu pape par hasard, finalement.
Les cardinaux l'ont élu parce que c'est un homme de décision, c'est un homme de gestion, c'est un homme qui est fort. Il est très décrié, mais je crois qu'il est l'homme de la situation. Laurent ne compte pas tourner la page Vatican. Il planche sur un nouveau récit dans la cité papale. Il a d'ailleurs déjà repris ses crayons. Voilà, une bande dessinée à découvrir donc demain. Et on poursuit avec la chronique du Monde. Depuis la Jordanie, le père Bader nous parle de la dernière lettre du Conseil des patriarches catholiques d'Orient. Est sortie récemment la lettre pastorale du Conseil des patriarches catholiques au Moyen-Orient. Et cette fois a comme titre Chrétiens d'Orient, peur et espérance. Dans cette 11e lettre, ils disent que dans beaucoup de nos pays, nous voyons mort et destruction en raison d'une politique mondiale, économique et stratégique en vue de créer un nouveau Moyen-Orient. Dans cette lettre, le patriarche catholique adresse 3 messages. Le premier à nos fidèles, le deuxième à nos concitoyens et gouvernements de nos pays, et le troisième à ceux qui en Occident décident de la politique du Moyen-Orient et à Israël. Aux fidèles, ils disent « Soyez fermes dans votre foi et dans vos patries. Soyez des croyants forts par votre amour et des constructeurs de vos patries avec tous vos compatriotes, participant aux souffrances et aux sacrifices pour y assurer la prospérité et la vie. Soyez le cœur dans vos pays, artisans de son histoire, quelle que soit la cruauté des temps et des hommes. » Deuxièmement, la lettre dit aux chefs religieux musulmans qu'ils ont aussi un rôle capital dans la reconstruction. Ils ont à œuvrer pour remédier aux causes de la pensée religieuse extrémiste et pour renouveler le discours religieux. Il est de leur devoir de procurer une éducation qui mène à former la personne humaine nouvelle et à promouvoir l'esprit de partage, d'amitié et de respect du pluralisme religieux et intellectuel. Enfin, à l'Occident politique et à Israël, les 7 patriarches catholiques d'Orient disent « Il est possible de vivre ensemble. Si vous persistez dans les voies de la mort finira par nous engloutir tous, vous et nous. Changez votre politique de destruction envers nos pays, envers nous, chrétiens en Orient. Ayez des visions nouvelles, de vie et de respect pour le peuple de la religion. La vie est possible, la paix est possible. Sortez de vos intérêts pour voir aussi Dieu qui vous a créé et vous appelle à respecter le peuple. La paix est possible, mais elle vient comme une grâce que nous demandons avec le patriarche. Prions, Seigneur, envoie ton esprit et renouvelle la face de la terre et change le cœur des humains. Au revoir. Merci Père. Tout de suite, on retrouve notre invité. Il arrive enfin, tant attendu en juillet dernier, mais reporté par le gouvernement pour cause de Coupe du Monde. Le plan anti-pauvreté sera présenté par le président Emmanuel Macron jeudi. Un président qui a rencontré hier des personnes en situation de précarité, accueillies par ATD Quart Monde. Véronique Fayet, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes la présidente du Secours catholique. Première question, Emmanuel Macron qui se rend à la rencontre des personnes en situation de précarité, c'est un plan com pour vous ? Alors non, j'y vois autre chose. Je pense que toutes les associations avaient très envie que le président de la République prenne du temps pour se mettre à l'écoute des personnes en grande précarité. Et il l'a fait sur une demi-journée, donc tant mieux. Maintenant, reste à souhaiter que ce qu'il a entendu avec son intelligence très, très percutante descende dans le cœur et s'enracine dans son cœur, de manière à ce qu'il change son regard sur les pauvres. Parce qu'au fond, ce qui est très compliqué avec la lutte contre la pauvreté, c'est qu'on connaît mal ce que vivent les personnes en situation de précarité. Quand on va bien et quand on est dans une situation satisfaisante, on a du mal à imaginer ce que c'est que la vie difficile de ces gens-là, le courage qu'il faut pour lutter tous les jours contre les difficultés de la vie.
c'est ce changement de regard. Vous en parliez dans un rapport l'année dernière. Alors, est-ce que le gouvernement peut aider justement à se changer de regard au-delà des coups de milliards? Est-ce que le gouvernement peut faire quelque chose pour changer le regard sur la pauvreté? Alors, vous avez raison, c'est très important. Et ce qu'on attend, effectivement, c'est justement un discours plus empathique par rapport aux pauvres, par rapport aux personnes qui sont sans emploi, qui sont en difficulté, et moins stigmatisant et moins culpabilisant. Parce que c'est très dur pour des personnes qui vivent la pauvreté, déjà d'affronter ces conditions de vie difficiles, et en plus d'être montré du doigt, d'être traité éventuellement de fraudeurs, d'assistés, de profiteurs. Enfin, il y a un vocabulaire extrêmement violent. Et donc, effectivement, si le président de la République et ses équipes changent de discours grâce à notre travail, grâce aux rencontres qu'il a faites hier, et dans un discours d'empathie en disant la nation doit être solidaire avec ces personnes qui momentanément sont en difficulté, je pense que ce sera extrêmement important. Et derrière, toutes les mesures prendront tout leur sens. Du coup, en juillet dernier, quand ce rapport, l'annonce de ce rapport est reportée, pour vous, c'est une faute politique Je crois que c'était pas prêt en juillet dernier. Moi, j'essaie d'être positive. Et il me semble que justement, le président de la République s'était pas encore approprié le sujet. Et on voit qu'au fil des mois, il s'approprie, il veut s'y impliquer très personnellement. Donc il a un délégué interministériel qui fait très bien son travail, Olivier Noblecourt. Il a une ministre qui fait très bien son travail aussi. Mais il veut rentrer lui-même dans le sujet. Et ça, donc, c'est plutôt positif que ce soit pris au plus haut niveau de l'État, parce que ça veut dire que derrière lui, normalement, tous les ministères et les administrations seront mobilisés, que ce sera vraiment interministériel. Et ça, c'est central, parce que la pauvreté, c'est pas une chose. En général, c'est des difficultés d'emploi, parfois un manque de qualification professionnelle, c'est parfois des difficultés de logement en cascade, difficultés à payer ses factures, c'est aussi parfois des difficultés à accéder aux loisirs, à la culture, c'est des enfants qui se sentent pas très bien à l'école, voilà. Donc c'est tout un tas de problèmes, des causes multiples, donc il faut agir en même temps sur l'emploi, la qualification professionnelle, le logement, l'accompagnement social, etc. Et donc, le fait que ce soit le président de la République qui le prenne en main, c'est bon signe. Le président de la République qui le prend en main, vous avez été consulté, vous aussi, pendant tous ces mois-là, par le gouvernement ? Oui, alors on a été associés, donc il y a eu des groupes de travail. Moi, j'ai co-présidé un groupe de travail. On a un petit regret, parce qu'on nous a demandé de rendre notre copie le 15 mars, parce que c'était très pressé. On aurait eu le temps de travailler de manière un petit peu plus approfondie et surtout, on aurait eu le temps de mieux associer des personnes en précarité. On l'a fait un petit peu, mais j'allais dire à la sauvette, un peu à la marge, parce que quand on veut vraiment que des personnes qui vivent la pauvreté puissent s'exprimer, il faut un petit peu plus de temps, il faut changer le format de nos réunions administratives un petit peu classiques. Voilà. Donc on aurait eu plus de temps. Alors ce qu'on demande, c'est que maintenant, on puisse avoir un suivi, une évaluation en continu avec les associations, avec les partenaires sociaux, avec des chercheurs, mais aussi avec des personnes en précarité. Et là, je pense que le président de la République l'annoncera, je l'espère, et qu'on aura le temps de l'organiser, de faire quelque chose de sérieux. Et c'est très important que les personnes qui vivent tous les jours cette difficulté de la vie, qu'elles puissent donner leur avis. Justement, les annonces qui vont être faites jeudi prochain, elles viennent du terrain, elles viennent de la réalité, ou alors ça a été décidé plutôt dans des bureaux ? Non, il y a eu un vrai travail de concertation, il y a eu des groupes de travail, il y a eu des rencontres en région. Non, je crois qu'il ne faut pas faire ce procès-là. Il y a eu beaucoup d'élus locaux qui ont été associés aux travaux, il y a eu des associations locales. Voilà. Donc non, il y a une volonté vraiment d'être à l'écoute. En plus, ça s'appuyait quand même sur des dizaines et dizaines de rapports qu'on a depuis des années. Sur le précédent plan pauvreté du quinquennat précédent, où il y avait eu des choses qui avaient été réalisées. Donc il y a quand même un continuum, on ne part pas de zéro. Et il y a des bonnes mesures. Objectivement, je pense qu'il y aura des bonnes mesures annoncées. Mais voilà, ce qui est important, c'est l'esprit et la méthode sur laquelle on va être attentif. Alors l'esprit et la méthode, on se souvient, quand ça avait été annoncé, c'était surtout les jeunes. La pauvreté chez les jeunes qui était visée. Est-ce que c'était une bonne chose, un bon point de départ ? Oui, alors le gouvernement voulait parler de la pauvreté des jeunes. On a très vite expliqué que la pauvreté des jeunes et des enfants, elle était due à la pauvreté des familles, parce qu'il y a 3 millions d'enfants qui vivent dans une famille pauvre, parce que les parents sont pauvres, donc on ne pouvait pas isoler la question des enfants et des jeunes. Donc effectivement, ça a été entendu. On a un traitement assez global, avec beaucoup de mesures pour les adultes, notamment dans l'accompagnement social renforcé, l'accompagnement vers l'emploi, etc. Il y a une inquiétude par rapport aux jeunes.
Voilà, parce que vraisemblablement, il y aura une obligation de formation pour les jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans. Ça, c'est bien, parce qu'on avait beaucoup de décrocheurs à partir de 14-15 ans et qui, jusqu'à 18 ans, restaient à ne rien faire dans un entre-deux. Là, il y aurait une forme d'obligation de formation hors système scolaire, peut-être en qualification professionnelle. Donc ça, je trouve que c'est une bonne mesure. Après 18-25 ans, on reste avec un grand flou. Donc on verra ce qui sera annoncé très concrètement. Mais il y a quand même une inquiétude, parce que la pauvreté aujourd'hui touche beaucoup les jeunes, et notamment les 18-25 ans sont extrêmement fragiles. Donc voilà, on espère ne pas être déçus sur cette tranche d'âge. Il y a eu des fuites déjà dans la presse sur quelques mesures. Est-ce qu'il y en a d'ores et déjà qui vous semblent très bonnes, d'autres un peu moins? Alors, dans le groupe de travail que je présidais, on avait beaucoup travaillé sur la question de l'accès aux cantines scolaires et la santé scolaire. Donc là, apparemment, on a été entendu, parce qu'il faut, tout ensemble, ça dépend des collectivités locales et des municipalités. Alors, il y a beaucoup de municipalités où il n'y a pas de tarif social. Donc les familles ne mettent pas les enfants à la restauration scolaire. Il y a une incitation, je crois, qui n'est pas encore dans la loi, mais qui va bientôt passer, pour qu'il y ait 20% de bio dans les restaurants scolaires. C'est très bien, à condition que le prix soit accessible. Voilà, donc il y aura un fonds spécial pour aider les petites communes, les communes pauvres, à avoir un vrai tarif social, donc que tous les enfants puissent avoir un repas équilibré par jour à la cantine scolaire. Et puis, la ministre me l'avait confirmé il y a quelques jours, un effort qui va être fait pour harmoniser tous les acteurs de la médecine scolaire. Et notamment, on avait constaté dans notre groupe que la visite obligatoire des 6 ans, beaucoup d'enfants y échappent. C'est obligatoire. Mais il y a beaucoup d'enfants qui y échappent, et notamment dans les quartiers populaires. Et ça, c'est dramatique, parce qu'on risque de faire démarrer le CP à un enfant sans détecter un problème d'audition, un problème de vue, qui va l'handicaper toute sa scolarité. Donc là-dessus, il y aura des mesures pour les gardes d'enfants, pour des familles qui ne travaillent pas, mais qui pourraient avoir accès à des modes de garde collectifs. C'est bien pour l'enfant, pour son développement, pour le langage, etc. Donc il y aura des bonnes choses là-dessus. Il y aura des bonnes choses sur l'accompagnement social, l'accompagnement vers l'emploi, voilà, sur le territoire zéro chômeur de longue durée, qui est une expérimentation que le Secours catholique accompagne beaucoup, et qui permet, sur des micro-territoires, à des chômeurs de longue durée de retrouver un emploi. Donc ça, aujourd'hui, on a 10 territoires, et il y en aura sans doute 50 qui vont être annoncés. Voilà. Donc il y a des bonnes choses qui permettront d'accéder mieux et plus vite à l'emploi, on l'espère. Alors, depuis 2008, on remarque qu'en réalité, la pauvreté ne recule pas. Pour autant, on peut observer une hausse de la croissance économique. Alors, comment on peut expliquer ce paradoxe? Un pays qui va mieux économiquement et pour autant qui a toujours autant de pauvres. Alors déjà, quand on parle des pauvres, on parle de la pauvreté monétaire. Donc on dit qu'il y a un seuil de pauvreté en France, donc c'est 60% du revenu médian, et donc voilà, ça fait 8 millions, presque 9 millions de personnes. Et le seuil de pauvreté, c'est environ 1 000 euros par personne, un tout petit peu plus de 1 000 euros. Voilà. Donc ça, c'est monétaire. Donc, et comme c'est en pourcentage, si le revenu médian varie, les chiffres de la pauvreté peuvent varier. Voilà. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, la pauvreté elle a beaucoup augmenté après la crise de 2008-2009, plus 1 million. Depuis, elle stagne, donc ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle, parce qu'on pourrait s'habituer. Ce qui augmente, c'est la grande pauvreté, donc des gens qui sont plutôt à 400 ou 500 euros de revenus. Donc là, ils ne sont plus dans une vie normale, ils sont dans une survie. Voilà. Et après, ce qu'on mesure de plus en plus, c'est aussi, au-delà de la question monétaire, toutes les privations auxquelles les gens font face. Alors c'est vrai que un agriculteur qui vit à la campagne, qui a un très petit revenu en termes monétaires, il va vivre mieux parce qu'il a un jardin, parce qu'il a des poules, parce que voilà, il y a un environnement qui fait qu'il va pouvoir se nourrir correctement. Avec le même revenu en ville, on va vivre très mal et on ne pourra pas s'alimenter correctement. Donc on mesure les privations. Donc de quoi les gens se privent? Ils se privent d'une alimentation saine et équilibrée, ça c'est un des postes d'économie très, très important. Ils se privent d'un accès à la santé. Donc les soins de dents, les lunettes, tout ça, ça coûte très cher, donc on ne se soigne pas et on se soigne très mal. On se prive bien sûr de loisirs, de culture, on se prive de vacances, enfin voilà. Et on paye en priorité le loyer, parce qu'on a très peur d'être expulsé, voilà, des charges obligatoires. Donc ce qu'il faut aussi mesurer, c'est les privations et arriver à les appréhender de manière qualitative, et c'est plus compliqué. Ouais, il nous reste quelques secondes, mais une dernière question tout de même. On vous a senti très exigeante ces dernières années avec les politiques, et puis ce soir, on vous sent plus sereine.
Alors, parce qu'il y a des sujets différents. C'est vrai que le Secours catholique, et par ma voix, souvent, s'est exprimé assez durement sur la question des migrants, parce qu'on n'acceptait pas la façon inhumaine dont étaient traités les migrants, notamment à Calais, mais aussi à la frontière italienne. Voilà. Et sur ce sujet-là, on n'avance pas beaucoup. On n'a pas de dialogue avec le ministre de l'Intérieur. Voilà. Donc il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de dialogue, donc il y a des paroles parfois assez dures. Là, on est sur un sujet un petit peu différent, même s'il se rejoint, parce qu'il s'agit toujours de personnes en situation de pauvreté, où on a vraiment été associés, concertés, et on continuera à l'être. Donc on a envie de jouer ce jeu de la co-construction, voilà, on a envie d'être positif, et on sera quand même vigilant, et puis si ça se passe mal, on a toujours la liberté de claquer la porte, mais voilà, on n'a pas envie d'être dans cette rigueur-là. Mais effectivement, sur la question des migrants, on a été, et on est toujours très inquiet, donc voilà, assez critique par rapport à l'attitude du gouvernement sur la question migratoire. Merci infiniment Véronique Fayet. Donc on verra ce que nous réserve ce plan pauvreté jeudi prochain. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve jeudi. Excellente soirée sur KTO.